Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais commencer par vous parler de la décision de Donald Trump de mettre de 25% les importations venant d'Europe. Alors je lis des choses, mais du style, puisque c'est comme ça, nous aussi on va augmenter nos frais de douane. Alors déjà, il faudrait que tu puisses augmenter tes frais de douane sur des produits qui ne sont que dans des accords franco-américains et non pas européens. Parce que là, c'est à l'Europe de décider. Puisque un certain nombre de produits rentrent dans le cadre des échanges, du libre-échange qu'il peut y avoir, que ce soit avec le Canada, indirectement, ou directement avec les États-Unis. Alors, il faut faire attention parce que vous avez des produits américains. Alors, je pense McDonald's, je pense Coca-Cola. Sauf que le problème, c'est que ces produits, ils vont échapper à la surtaxe puisqu'ils sont fabriqués en France. Tout comme aux États-Unis. Aux États-Unis, on a du brie président, on a du camembert président. Alors, en effet, peut-être le produit français qui va morfler, c'est le vin français. Puisque là, on ne peut pas faire du vin français aux États-Unis. C'est forcément du vin exporté. Mais vous avez des tas de produits français qui ont des fabrications aux États-Unis. En revanche, là où ça va poser problème en effet en France, c'est pour les produits de luxe ou les produits artisanaux. Où là, en effet, les frais de douane, ça risque de zouiller. Parce que, d'une manière générale, qu'est-ce qui est le plus profitable aujourd'hui de ce qu'on peut exporter aux États-Unis? Si ce n'est des produits de luxe, si ce n'est du Chanel, du Yves Saint Laurent, du Louis Vuitton, tous ces produits de parfumerie, de cosmétiques, Marionneau par exemple, même si Marionneau à la limite aux États-Unis, pareil, je pense que les produits sont fabriqués aux États-Unis. Mais vous avez également l'Occitane. Il y a des magasins Occitane aux États-Unis. Alors eux par contre, oui, c'est vrai que eux, ça va poser problème parce qu'ils ont quand même pas mal de produits qui sont importés de France. Et déjà à des prix, oui, vous payez déjà l'importation. Donc c'est un peu ridicule si vous voulez. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, Donald Trump, il fait du protectionnisme. Et j'ai envie de dire, à la limite, il a raison de le faire. Même si, vis-à-vis de la France, comme je vous dis, qu'est-ce qu'elle exporte la France aux États-Unis de si important. Peut-être que vous savez, qu'il y a des produits français qu'on exporte aux États-Unis et dont le marché américain est non négligeable pour le chiffre d'affaires d'un certain nombre d'entreprises. En dehors des entreprises de luxe, on s'entend bien. Moi, j'en connais pas beaucoup. Parce que Vittel, Badois, Perrier, je crois que c'est reconditionné en France, aux États-Unis. Puisque je crois que nous ici, c'est dans l'Est. C'est souvent dans l'État de Delaware, New York, Pennsylvanie, où il y a un certain nombre d'entreprises qui, tout ce qui est liquide, boissons, typiquement françaises, où c'est mis en bouteille là-bas. C'est pas importé directement de France. Enfin bon, bref, peu importe. Oui, c'est une guerre commerciale, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait depuis des années que ça couvre. Donc là, il fallait bien que ça commence à péter. Et c'est aussi ça, si vous voulez, le vice qu'a Donald Trump. Quand Donald Trump dit
Vous l'avez certainement entendu, parce qu'il y a des médias qui disent « regardez, il dit des conneries », que Donald Trump dit que l'Union européenne a été créée pour faire concurrence aux États-Unis. Je pense très sincèrement que Donald Trump n'est pas idiot et qu'il le sait, que l'Union européenne, ou tout du moins les premiers prémices de ce qui est devenu l'Union européenne, qui était le comité, je crois, le comité du charbon et de l'acier ou du charbon, je crois, à la fin des années 40, début 50, ont été insufflés par les Américains. Pourquoi ? Parce que pour deux raisons, je les ai déjà expliquées d'ailleurs encore dans une précédente vidéo, mais là je le réexplique. Tout simplement parce que l'intérêt pour les Américains, c'est d'avoir au moins un œil chasse gardée sur ce qui se passe sur le plan économique en Europe, mais aussi surtout parce qu'à l'époque, il y avait le rideau de fer. Donc il fallait quand même renforcer l'unité économique d'un certain nombre de pays européens pour éviter justement les divergences et affaiblir l'Europe le cas échéant. Enfin, je ne vais pas revenir sur l'histoire de l'Europe, j'avais fait une vidéo là-dessus. Si j'arrive à la retrouver, je vous la mettrai là. Sinon, si j'oublie, je la mettrai dans le descriptif. Mais quand il dit ça, Donald Trump, moi je les ai vus, les commentaires en dessous. Il y en a qui sont tombés dans le panneau. Ils disent ouais, vous accusez que c'est l'Europe qui a été créée contre les États-Unis, alors que c'est vous, les Américains, qui avez aidé à la construction européenne. Et boum! Pardon? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que ce sont les Américains qui ont été en coulisses de la création de l'Union européenne? C'est marrant parce qu'on était quand même des milliers de gens de dire ça. On nous a accusés, traités de complotistes, que c'est pas vrai, etc. Tiens, bizarre. Donc Donald Trump, oui, il fait sa provoque, il va jusqu'au bout des choses. Parce que, évidemment, le système politique, surtout en Occident, est un système très, comment dire, hypocrite, méfiant, narquois, vicieux. Ah oui, parce qu'il y a la façade et puis il y a les coulisses. Et vous savez aussi bien que moi que l'Union européenne, par exemple, n'est démocratiquement pas souveraine. Elle est tenue par les couilles, par des lobbies, par des influences. Donc, et c'est pour ça que, évidemment que les Américains ont toujours eu une certaine importance. On parle souvent de vassalisation de l'Union européenne vis-à-vis de Washington. Mais oui, c'est tout à fait ça. Sauf que maintenant, évidemment, Washington est entre les mains d'un mec qui a décidé de changer les règles du jeu. Donc évidemment, ça ne va plus. Et là, c'est le bordel. L'Union européenne, elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait plus où se foutre. Et même aujourd'hui, on commence à voir des européistes convaincus, mais quand même admettre, par raison, que de toute façon, l'Union européenne n'a pas les moyens. Là, avec l'Ukraine, Macron qui espère que l'Union européenne récupérera la pacification de l'Ukraine. Ben ouais, c'est vous qui allez payer. Parce que ça, il y en a, il y a un journaliste qui l'a posé à Donald Trump. Il dit oui, pour s'assurer du respect du traité qui pourrait éventuellement saigner, est-ce qu'on enverrait des militaires pour, comme on fait avec les casques bleus de l'ONU, etc. Et Donald Trump, il ne s'est pas démonté. Il dit non, ça c'est le boulot de l'Union européenne. C'est à eux de se démerder. Et évidemment, les médias ne vous disent pas pourquoi il fait ça, Donald Trump. Donald Trump, il fait ça tout simplement parce qu'il tient pour responsable l'Union européenne de ne pas avoir fait respecter les accords Minsk 1 et Minsk 2. Si aujourd'hui c'est le bordel en Ukraine, c'est parce que l'Union européenne, comme elle était fâcheuse de voir que Poutine commençait à vouloir mettre son grain de sel, parce que l'Union européenne avait décidé que
l'Ukraine devait rentrer dans l'Union européenne. Sauf que le projet a capoté parce que le nouveau président qui s'est pointé en 2014, il a dit non, tout compte fait, nous on va continuer à travailler avec les Russes. C'est là qu'ils ont commencé à foutre le bordel. C'est là qu'ils ont commencé à alimenter le feu, à motiver tous les groupes, associations, mouvements pro-européens, ukrainiens. Bon, la suite, vous la connaissez. Donc, si vous voulez, j'entends bien que Donald Trump, c'est un fonceur. J'entends bien que Donald Trump est un provocateur. J'entends bien que Donald Trump, certains disent que c'est un idiot. Laissez-les le croire. Oui, des fois, il a des propos idiots, mais attention, il faut toujours se méfier des gens qui ont l'air idiots, qui laissent croire qu'ils sont idiots. Parce que derrière l'idiotie de façade, il y a peut-être quelque chose de bien plus machiavélique, de bien plus calculateur, stratégique. Et ça, quoi qu'on en dise, même si j'admets tout à fait que Donald Trump n'est pas quelqu'un de parfait, j'admets que Donald Trump est un m'as-tu vu, c'est quelqu'un qui s'impose, c'est quelqu'un qui a une grande gueule, et qui des fois dit des choses où en effet, c'est très approximatif. Mais ça marche. Ça marche auprès de son électorat. Ça marche auprès d'une Amérique populaire, d'une Amérique qui a peur, d'une Amérique qui ne sait pas où elle va, d'une Amérique qui a tellement été trahie par les partis traditionnels, démocrates et républicains, qu'aujourd'hui, force est de constater que ça devient de plus en plus compliqué pour les deux partis, surtout les néocons, par exemple, les néoconservateurs. Alors eux, ils l'ont bien eu dans le cul, quand même. Et là, en ce moment, tout est bon. Là, vous avez des juges qui sont en train de s'opposer aux décisions de Donald Trump sur certains domaines, plus particulièrement sur ce qui se passe avec, évidemment, tout ce qui est la fonction publique. L'équivalent de la fonction, on appelle ça l'administration fédérale aux États-Unis. Mais oui, ça manifeste. Là, il y en a qui ont été manifestés, faire un sitting dans le Capitole. Un sitting dans le Capitole. Là, évidemment, là, on ne parle pas de coup d'État. Bien sûr que non. Mais, alors, je vais peut-être être un petit peu péjoratif, je vais peut-être être un petit peu généraliste, je vais peut-être faire des amalgames, mais aujourd'hui, tous ces fonctionnaires fédéraux qui sont en train de manifester, de gueuler, etc., je rappelle pour votre information, le plan, c'est 2 millions de fonctionnaires qui doivent dégager pour faire des économies. Et pour ça, ils ont mis en place un système, tout fonctionnaire qui part à 8 mois, pendant 8 mois, il garde son salaire, ses avantages acquis, plus particulièrement le bénéfice de son assurance santé. Donc c'est quand même pas dégueulasse. C'est genre, on ne vire pas les gens avec pertes et fracas. On leur donne quand même un temps pour pouvoir se retourner, pour pouvoir trouver un autre boulot, voire même rester dans la fonction publique en se faisant muter dans d'autres fonctions, dans d'autres travaux, etc. Je veux dire, c'est tout à fait possible. Donc, si vous voulez, il y a un moment donné où il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure. Alors, j'entends bien, peut-être que c'est excessif, c'est brutal, c'est violent, bien sûr. Des gens qui travaillent depuis 20, 30, 40 ans dans la fonction publique et qui, du jour au lendemain, sont lourdés parce qu'ils sont plus essentiels ou pas essentiels. Ou parce que ce sont des gens dont le travail, la productivité reste très discutable. J'entends même pas ceux qui branlent rien. Voilà, évidemment, tout ce que je vous dis là, ça vous dit, en France, on ferait bien aussi d'avoir un Elon Musk pour faire un petit peu une purge dans la fonction publique.
Ben oui, bien sûr, vous avez raison. Je pense qu'on a tous connu ce moment où quand on a été confronté à la fonction publique, que vous avez des guichets, des bureaux, et que vous avez deux employés qui sont en train de se démener pour essayer de répondre aux attentes des usagers, et que vous voyez au loin des gens en train de s'amuser, boire le café, discuter, papoter, etc. Bon, j'entends bien qu'ils ont le droit à leur pause, hein. Mais le problème, c'est dans la fonction publique, il y a des fois, les 5 minutes de pause, elles font une demi-heure. Et puis, je veux dire, moi, des gens qui travaillent dans la fonction publique, j'en ai connu. Des gens un petit peu psychologiquement fragiles, névrosés, qui évidemment subissent très mal, ou vivent très mal la pression. Pas forcément une pression hiérarchique, mais une pression d'activité, par exemple. C'est-à-dire quand il y a une forte activité, tout d'un coup, il faut produire. Ben, il y a des gens, vous savez, dans la fonction publique, hein, même des fois dans le privé. Hein, sauf que dans le privé, ça se voit. Dans le privé, il y a de la productivité. Dans le privé, on calcule, on vérifie, on contrôle votre productivité. Et si vous n'êtes pas opérationnel, quand il y a un petit coup de bourre, quand il y a beaucoup d'activités, etc., hein, si vous restez à votre rythme, bah, attendez-vous à ce qu'un jour, des gens décident, bon, bah, celui-là, il va falloir s'en débarrasser. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez au placard, ou c'est comme ça qu'on vous met à l'écart, ou tout comme ça. Ou alors parce qu'il y a des politiques d'économie qui consistent à dire que, malheureusement, vous n'êtes plus dans les budgets. Sauf qu'en France, c'est plus compliqué de virer les gens qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, bon, quoique, hein, je vous avais dit dans une vidéo que malheureusement, si vous prenez dans une société un black, un blanc, un hispanique, un asiatique et un indien, il sera beaucoup plus compliqué, difficile de virer l'afro-américain que les autres. Parce que l'afro-américain, il a une sorte de parapluie dans la société aujourd'hui qui fait qu'il peut accuser la société de l'avoir viré parce qu'il est black. Donc c'est du racisme. Non. Mais à l'inverse, hein, mais de toute façon, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, hein, on ne peut rien y faire. Ça fera peut-être l'usage d'ailleurs peut-être d'une vidéo, si ça vous intéresse. Travailler aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est que travailler aux États-Unis? Peut-être que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Elle sera dans la playlist USA. Oui, donc je vous disais que oui, ça remue dans les méninges avec Elon Musk parce que oui, c'est clairement une purge dans l'administration fédérale de tous les gens qui servent à rien, dans des services où vous avez 15 personnes alors que peut-être 5-6 personnes, ça suffirait amplement. Donc voilà, c'est une logique. Hein. Si vous voulez, c'est un peu comme... je vais prendre l'exemple de Détroit pour que vous compreniez. Détroit, vous connaissez, c'est cette ville du Michigan qui a fait faillite. Elle a fait faillite pour plusieurs facteurs, pour plusieurs raisons. Mais la première raison, c'est que le changement de modèle économique, le tissu économique de Détroit s'est effondré, puisque Détroit vivait pour beaucoup de l'industrie automobile. Sauf que malheureusement, les coûts commençant à être importants, beaucoup de ces firmes ont décidé de délocaliser. Donc du coup, en l'espace de 20 ans, ça a commencé dans les années 60, début 60, jusqu'à milieu des années 70. La population de Détroit, c'était 7 millions d'habitants. Détroit centre et périphérie. Aujourd'hui, on estime qu'il y a moins de 800 000 habitants. 7 millions, 800 000. Sauf que, avec ce déclin démographique de la ville, pensez-vous que la ville ou la municipalité, à un moment donné, a réajusté ses dépenses? Ben non. Parce que les politiciens, pour se faire élire maire, ils ont promis du boulot
à des gens. Donc ils ont décrété, j'ouvre 10 000, 50 000, 100 000 emplois municipaux, alors qu'en réalité, il n'y avait pas besoin d'autant. C'est-à-dire qu'il y a des moments, alors je vous donne juste la fourchette, mais c'est un exemple, hein, c'est pas la réalité, mais il y a un moment donné où vous aviez pratiquement 2 flics pour 1 habitant. Ce qui est ridicule. Sauf que voilà, parce qu'il y a un clientélisme politique, les maires ont promis des emplois municipaux à des gens qui étaient au chômage pour avoir l'intérêt, l'avantage d'être élu. Sauf qu'à un moment donné, ça coûte plus cher. Hein, logique du foyer. Dans votre foyer, si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, Détroit, c'est ce qui s'est passé. C'est que les dépenses d'argent public de Détroit étaient tellement élevées que la fiscalité, elle, de toute façon, ne couvrait pas non seulement les frais, mais en plus les emprunts remboursés. Donc il y a un moment donné où si tu dépenses plus d'argent que tu en gagnes et que tu n'arrives plus à rembourser tes emprunts, tu es en faillite. Voilà. Tout simple. Hein, c'est tout con. Donc si vous voulez, si vous comprenez ça, vous comprenez qu'aux États-Unis, Trump, il a tout intérêt vis-à-vis de certaines grandes villes, vis-à-vis de certains endroits sinistrés, à jouer cette carte. C'est-à-dire, moi, l'État fédéral, il coûte tant, est-ce que ça vaut la peine de claquer autant d'argent dans l'État fédéral? Est-ce qu'il y a des services? Est-ce qu'il y a des secteurs? Est-ce qu'il y a des dépenses qu'on pourrait très bien se passer pour reconcentrer nos moyens, nos finances sur l'État fédéral, sur l'aide fédérale, l'aide aux États, etc. Souvenez-vous, parce que là en France, il y en a certains qui oublient de rappeler un petit peu ce que l'administration Biden a fait. Nous, on a eu ici en Caroline du Nord, souvenez-vous, il y a quelques mois, il y a eu une tempête. La tempête, elle a été assez brutale dans les Appalaches. Il y a plusieurs villes qui ont été sinistrées, il y a beaucoup de destruction, etc. L'administration de Biden a dit oui, déjà elle a tardé un petit peu à réagir. Et puis finalement, elle a décidé, l'État de Caroline du Nord a demandé l'aide de la FEMA, donc vous connaissez la FEMA, je ne vais pas vous la refaire. Sauf que la FEMA, à un moment donné, elle a commencé à dire oui, enfin, là, on n'a pas trop les moyens de nous occuper de tous les sinistrés parce que il y a une partie de notre budget qui est partie ailleurs, qui a été transférée sur une autre activité. Comment ça? Quelle autre activité? Oui, l'administration Biden, elle a signé un décret comme quoi une partie des budgets de la FEMA devait servir à l'accompagnement, à l'aide et à l'accueil des migrants. Il n'en fallait pas plus. Là, je peux vous dire que les Appalachianes de Caroline du Nord, quand on leur a dit ça, ils ont sauté au plafond. Ils ont sauté au plafond. Et c'est une des raisons pour laquelle la Caroline du Nord a basculé à l'élection présidentielle pour Donald Trump. Ça, aux États-Unis, ça ne coupe pas. Si tu dépenses de l'argent public ou de l'argent fédéral pour des gens étrangers, mais que tu n'aides pas tes propres concitoyens, là, ça ne pardonne pas. Je veux dire, le politicien qui fait ça, c'est fini. Sa carrière politique, elle est morte. Bon, là, étant donné que c'est Biden, puis Biden, de toute façon, il est dans la fin, donc ça ne change pas grand-chose. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en continuité de ces événements. Surtout quand je vois ce que certains médias en France traduisent de ce que fait Musk, etc. Faire du pathos en disant oui, rendez-vous compte, tous les budgets sont coupés, etc. Comment vont faire les pauvres, etc. Non, justement, ce que Donald Trump il veut, c'est faire des économies pour redévelopper des infrastructures sociales. Enfin, c'est ce qu'il a tout intérêt à faire, parce que c'est quand même son électorat. Non sans et continuer la politique qui est une politique aussi bien républicaine que démocrate, de évidemment défendre les intérêts
des copains du capital, de l'ultralibéralisme, des mondialistes, des globalistes. Oui, parce que je vais pas vous réexpliquer le pourquoi du comment. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Alors vrai, je comprends qu'il y a des gens qui disent « Ouais, ça serait bien qu'en France, on ait un Elon Musk. » Bah oui, ça serait bien, je pense. Donc c'est pour ça que vous avez beaucoup de politiciens, de célébrités. Là, on a eu Emmanuel Béard. J'ai froid. Et qu'est-ce qu'Emmanuel Béard était l'experte en géopolitique? Non. Mais c'est ça, les médias aujourd'hui sont en train d'utiliser des artistes, des célébrités, etc. pour faire du pathos et essayer d'amadouer l'opinion, de sensibiliser l'opinion par rapport à ce qui se passe avec Donald Trump. Imaginez, Donald Trump, c'est Adolf Hitler. Sauf que, oui, tous ces artistes s'émeuvent, ont peur de Donald Trump. Mais à la limite, on s'en fout. Qu'est-ce que ça change à leur vie? Rien. Ils sont toujours bien planqués dans la petite maison de campagne, avec leurs petits avantages, avec leurs acquis. Donc, ces gens-là, à la limite, leur avis, on s'en tape un petit peu. Bon, je vais me concentrer sur ma conduite parce que là, il y a de l'orage. Vous entendez déjà la pluie qui commence à bien tomber. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Très très vite, parce que vu que les événements, ça va aussi très très vite. D'ici là, bougoupi du mieux. Et à très bientôt.